Merci, Mayline. C'est vraiment très, très bien d'avoir des sessions hybrides qui nous permettent d'introduire de nouveaux partenaires. 35% des personnes ici présentes n'ont jamais participé à nos réunions, donc c'est bien d'avoir ce format en ligne. Merci beaucoup, Mayline, d'avoir entamé la conversation. Je ne vois pas de questions dans le chat pour l'instant. Donc, collègues en ligne, ne soyez pas timides, exprimez vos questions. On fera de notre mieux pour y répondre à un moment quelconque. Je vois que certaines personnes peut-être ne savent pas comment lever la main dans Zoom. Si vous voyez l'icône qui est un cœur, il faut cliquer sur l'icône elle-même, pas sur la petite flèche à côté. Si vous cliquez sur le cœur, vous allez voir la caractéristique qui vous permet, le réglage qui vous permet de lever la main dans Zoom. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mary et Blessing qui vont faire un petit résumé des discussions qui ont eu lieu dans les 10 différents sites. Donc, Blessing, je vais vous présenter. C'est le coordinateur du Sud-Soudan et il est au Sud-Soudan aujourd'hui. Donc, Blessing, à vous la parole. Merci, Julie. J'espère que tout le monde m'entend. D'abord, j'aimerais remercier Mayline pour les mises à jour stratégiques complètes qu'elle a fournies. Et merci à toute l'équipe mondiale d'avoir organisé cet événement. Pour nous, l'équipe du cluster logistique, il faut, pour pouvoir, depuis 2023, on est engagé dans ces efforts au niveau des réunions de la logistique mondiale pour faire en sorte que nos activités soient conformes au mandat que nous avons, pour faire en sorte de prioriser les domaines où on peut avoir plus de résultats. On se concentre davantage sur nos mandats, les besoins de terrain et nos valeurs. Ce sont là les 3 choses que vous voyez à l'écran, les 3 optiques. On veut rester agile en adaptant notre approche au regard de la situation en constante évolution. Troisièmement, quand il convient de le faire, nous devons pouvoir partager les tâches équitablement entre nous. Depuis la création du cluster et pour préserver son efficacité, son efficience, on doit établir un partage de responsabilités plus équitable entre nous et utiliser au mieux nos atouts respectifs. Le cluster logistique ne peut pas tout faire. Diapositive suivante. Blessing, j'aimerais vous demander de parler un petit peu plus fort parce qu'on nous a dit qu'on ne vous entendait pas très bien. On va revenir en arrière. Le GLM, donc, en 2024, a eu lieu dans 11 endroits, dont Rome. On a commencé en septembre avec un événement de lancement le 25, suivi par des réunions en présentiel sur ces 10 sites où on a parlé de nos besoins en logistique humanitaire ainsi que les enjeux, le plaidoyer collectif et les efforts de préparation en cas de crise. La dernière session est aujourd'hui en ligne et on va parler des résultats, des issues des réunions que nous avons tenues en ligne et que vous avez organisées au niveau de vos différents sites. Pour ce qui est des résultats, les participants ont découvert les activités de par le monde en parlant avec d'autres partenaires. Il y a eu un échange de connaissances, des perspectives sur les enjeux, les opportunités communs et puis échanger quant aux expériences des différents sites. Les participants ont identifié des solutions qui peuvent être doublées, intensifiées
pour résoudre des problèmes transversaux, des problèmes communs. La communauté du cluster logistique est renforcée grâce à ces réseaux et discussions accrues au niveau local, régional et international. L'équipe du cluster logistique continue à ajuster et à réviser sa stratégie pour identifier des partenaires et des priorités clés. Diapositive suivante. Depuis l'année dernière, nous avons passé du temps à passer en revue les résultats et les issues des réunions de l'année dernière et on a classé les besoins et les enjeux rencontrés dans les différents sites, donc les besoins anticipés ainsi que les besoins existants et ce qu'il faut préparer dès maintenant. Chaque besoin et défi a été priorisé par ordre d'importance et le numéro 1 est le plus important. Ici, vous voyez le classement des besoins et défis par ordre de priorité. L'accès est de loin la chose la plus pressante. L'accès, donc, inclut l'importation, le besoin de soutien gouvernemental pour faire un accès, pour réduire la bureaucratie, les obstacles administratifs, surtout au niveau des douanes, d'importation de biens humanitaires, les procédures, les processus d'exonération des droits de douane, l'inflation. C'est pour tous les sites les principales priorités. Le financement est en deuxième position. Il faut renforcer le financement pour les éléments logistiques, renforcer la prestation de services, renforcer la valeur, renforcement de capacité pour améliorer l'efficacité de notre travail, un financement dédié pour des initiatives et des approches localisées. L'infrastructure et le transport occupent la troisième place. Il faut des investissements pour l'infrastructure logistique, le stockage et le carburant pour le transit dans les zones vulnérables aux catastrophes. Il faut développer une stratégie du dernier kilomètre dans certains endroits. Il faut des informations supplémentaires quant au soutien gouvernemental qui doit répondre aux questions en matière d'accès humanitaire. Il faut réduire les obstacles bureaucratiques et administratifs, surtout au niveau de l'importation de biens humanitaires et les questions de douane. Il est difficile de naviguer les procédures bureaucratiques qui causent des retards. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, Blessing. Merci beaucoup. C'est intéressant de voir ce qui est ressorti des discussions dans les différents pays. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a eu les exercices de priorisation, comme l'a dit Blessing, pour les pays et les régions qui ont fait ça l'année dernière. Eh bien, les travaux étaient basés sur les discussions de l'année dernière. Est-ce que c'est toujours pertinent? Regardons à nouveau quelle est la situation. Et de nouveaux pays et régions se sont attaqués à cet exercice pour la première fois. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est d'examiner ses besoins et ses défis. On a dit, voilà les problèmes qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire? On a utilisé ces 4 catégories pour faire un classement des priorités pour voir comment répondre aux besoins de la meilleure manière possible. Donc, si on pense qu'un besoin particulier ou peut être satisfait ou un défi résolu avec plus de collaboration, eh bien, on va classer cela dans la catégorie de la collaboration. Donc, en parlant de collaboration, donc ça, c'est sur les 10 sites qui ont eu les réunions présentielles, ces résultats.
et vous allez toute la journée entendre les différents sites parler des discussions, des actions qui sont ressorties des réunions, mais l'idée, c'est de vous donner un avant-goût des conversations qui ont eu lieu de par le monde. Donc, partage d'informations et communication, plus de la moitié des sites, surtout au niveau régional, s'inquiétaient beaucoup du fait qu'il n'y ait pas assez de collaboration ni de partage d'informations suffisant. Dans certains de ces sites régionaux, si on réfléchit aux 20 ans d'existence du cluster logistique, c'est seulement récemment qu'on a pu progresser quant à la communication régionale. Et là, quand on a un personnel dédié, évidemment, il y a plus de progrès, mais il y a des collègues qui sont peut-être en ligne pour certains qui ont certainement travaillé là-dessus. Et quand on dit qu'il faut plus de communication, partager par exemple les évaluations, les appréciations, les analyses, les outils dont disposent les gens, trouver des méthodes systématiques pour faciliter les flux de communication, mettre en relation les différents éléments de manière plus fluide. Au niveau régional, il faut un portail de partage d'informations, un guichet unique si vous voulez, où les gens peuvent fournir les informations et échanger les informations avec d'autres. Deuxième point, comme Blessing l'a déjà mentionné, les défis de bureaucratie, la moitié des sites en ont parlé. C'est un grand sujet au niveau mondial quand on a ces discussions au niveau du siège. Moi, j'ai parlé rien que cette semaine à 3 groupes de ces questions de difficultés bureaucratiques. Donc, c'est vraiment un point prioritaire de notre agenda. Quand on parle de soutien gouvernemental en matière de bureaucratie ou les difficultés d'importation ou de douane, il nous faut du temps, un temps qui est précieux quand on est dans une situation de crise et on veut aider les gens, et puis ça coûte de l'argent. Quand on a des cargaisons qui sont coincées avant d'être dédouanées, eh bien, ça coûte de l'argent, l'entreposage et les stocks qui sont coincés à bord de camions à la frontière, hein, c'est coûteux et compliqué. Donc, c'est des sujets important. Quand on parlait de collaboration l'année dernière, on parlait de fournisseurs et de renforcement de capacité. Donc, vous voyez qu'il y a un changement intéressant qui s'est produit. Et j'espère que nos collègues vont nous en parler davantage pour nous expliquer pourquoi il y a eu ce glissement, si vous voulez, ce changement. Et il y a en troisième position à égalité le partage des ressources et la coordination régionale. Bien évidemment, la coordination régionale a été amenée comme sujet sur la table par les sites régionaux, mais dans d'autres mots, d'autres sites en ont dit autant. Et quand on n'a pas de personnel du cluster logistique dans certains endroits, il n'y a pas de mécanisme de coordination logistique formelle dans ces endroits qui tiennent des réunions même une fois par semaine. Et ça, c'est un avantage très important. Encore une fois, on a parlé du financement, du partage de ressources. C'est toujours une bonne manière de s'entraider, si je puis ainsi m'exprimer. Si on va à la boîte suivante, c'est la boîte plaidoyer. Comme vous l'avez vu sur le schéma initial, l'accès est le sujet numéro 1 de par le monde, parmi les obstacles, et ceci durant la réunion du GLM en présentiel à Rome tenue en mai a été aussi exprimé. L'accès était le premier sujet dans la catégorie plaidoyer qui a été cité. Au niveau de cette question de l'accès, on parle de l'importation, des douanes, le soutien pas seulement pour l'importation et les douanes, mais aussi au niveau d'autres obstacles bureaucratiques. 8 des 9 sites ont classé ça en numéro 1 de leur priorité. Pour ceux d'entre vous qui vous êtes joints à nous pour la première fois en particulier au niveau mondial, donc au niveau du siège, pour le dire ainsi, nous avons un groupe de travail sur le plaidoyer au niveau du cluster logistique mondial. Et l'accès est vraiment en poste numéro 1.
Et le groupe de travail du plaidoyer, du GLM, pour l'instant, l'a un peu déclassé par ordre de priorité. C'est pas tant que ce ne soit pas une grande priorité, mais c'est que l'accès et les problématiques de l'accès sont différents d'un endroit à l'autre. Au niveau du siège, c'est difficile d'avoir un message cohérent parce que c'est un message qui est amené par les différents sites. Mais comme je voulais le dire, le groupe de travail est récent et on va voir quels sont les travaux faits par ce groupe au cours des mois à venir. Deuxième priorité, c'est le financement au niveau du groupe de travail mondial, surtout pour la préparation en cas d'urgence, mais le financement en termes généraux est une priorité fondamentale pour tous les secteurs, tous les acteurs, comme on le sait à l'heure actuelle. Et puis, la viabilité environnementale a aussi été un des aspects de plaidoyer prioritaire, mais dans un degré moindre par rapport aux deux précédents. Point. Parce que l'accès et le financement, c'est véritablement loin devant. Les discussions reflètent ici un besoin partagé de solutions. Et c'est pour cela, je pense, qu'on doit faire en sorte de traiter ces questions-là au bon niveau. Par exemple, pour ce qui est du financement, pour la préparation en cas de crise, ou en général, au niveau du siège, eh bien, c'est là que la plupart des décisions sont prises, au niveau du financement. Quand on parle d'accès, par contre, on doit gérer ça plus au niveau local et régional parce que c'est là que les décisions sont prises, c'est là que sont les décideurs. La viabilité environnementale, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que tous les niveaux sont concernés en raison de la gravité de ce qui se passe. Pour continuer là-dessus, il y a deux autres priorités qui ont été citées. Certaines venaient de l'année dernière, du GLM hybride en ligne l'année dernière, et certains sont venus des groupes de travail. Et puis, le groupe de travail du plaidoyer maintenant travaille au renforcement des capacités des équipes nationales et les questions de numérisation et d'informatisation. Alors ensuite vient le secteur privé en troisième place, et c'est un domaine intéressant. Les principaux besoins et défis sont le soutien du secteur privé en matière de ressources. Je suppose que c'est un point évident. Le secteur privé a de l'argent, on a besoin d'argent. Il a accès à des méthodes de travail avancées, sophistiquées, une expertise de niveau auquel on n'a pas, nous, forcément accès. Cependant, parfois, je pense qu'on doit faire en sorte de ne pas faire trop pression sur le secteur privé parce qu'on ne devrait pas trop demander, mais bien évidemment, le secteur privé doit évidemment rester rentable et s'il nous aide trop, il ne va pas pouvoir continuer à protéger son existence. Donc parfois, on a des désirs peut-être trop ambitieux. Deuxième point, les fournisseurs. L'année dernière, c'était une priorité et maintenant, il y a plutôt une collaboration avec le secteur privé plutôt qu'une collaboration entre les différents fournisseurs. Mais au niveau des discussions est ressorti le besoin d'une évaluation des capacités pour mieux planifier, les produits normalisés, standardisés, qui doivent être tous standardisés au niveau des différents fournisseurs, les prix de référence, des fournisseurs qualifiés. J'ai travaillé avec le groupe de travail sur la logistique médicale en matière de qualification technique, surtout pour certains traitements de produits médicaux et alimentaires. Il y a aussi les personnes qui s'occupent des achats. On sait très bien qu'il y a toujours la question de bureaucratie en matière de passation de marché dans certains contextes, et le transport, qui est aussi noté comme étant un problème ici parfois, ou une priorité. Je pense que je vais devoir abréger mes remarques. En troisième position, le renforcement de la conscientisation des fournisseurs du secteur privé, l'infrastructure et le transport. Il faut avoir conscience
de nos besoins, pourquoi on a ces besoins, parce que parfois ce n'est pas compris, pour que ces fournisseurs et secteur privé comprennent bien quels sont nos besoins pour qu'on puisse avoir des interactions positives et qu'ils puissent faire ce pas en avant nécessaire. Enfin, infrastructure et transport, pour presque tous nos sites, c'est un problème pour une raison ou pour une autre. Infrastructure routière, par exemple, infrastructure en matière d'entrepôt, les ports, les aéroports, toutes ces choses sont concernées. Et puis l'infrastructure intangible, les taxes à impôts officiels, non officiels, toutes ces problématiques nous créent des problèmes pour nous déplacer notamment. Et je vais voler votre micro parce qu'on est dans une salle avec des dizaines de micros, mais c'est le seul qu'on peut utiliser. On a quelques questions dans le chat. Donc, avant de passer à la section suivante, je voudrais mentionner les questions. La première vient de Christine. C'est moins une question qu'un commentaire sur le fait qu'il y a les structures tangibles et intangibles. Vous voulez parler de ce commentaire? Christine dit que l'expérience de l'Ouganda montre que la construction de relations fortes avec les autorités réglementaires encourage la confiance. Absolument. Et quand on parle d'importation et de douane, de bonnes relations, c'est fondamental. Ici, il y a le cluster logistique qui a son siège et ça nous explique à quel point il est important d'avoir de solides relations et d'instaurer un climat de confiance grâce à ces relations. Et ça a été une discussion au niveau du groupe d'impact sur la fiscalité et les importations. Les acteurs humanitaires reçoivent un statut d'acteur de confiance dans les pays pour avoir un processus accéléré pour les formalités de dédouanement et d'importation. Comme on le sait même entre nous, si vous allez dans un pays, vous êtes dans un pays quelconque et vous avez besoin de quelque chose, vous n'allez pas aller parler à un parfait inconnu, vous allez parler avec quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va ensuite peut-être vous présenter quelqu'un qui peut mieux vous aider, mais le premier point de contact, c'est une personne que vous connaissez et vous allez mieux pouvoir travailler plus vite, plus fluidement avec quelqu'un avec qui vous entretenez déjà une relation d'une manière ou d'une autre. Donc, avoir ces rencontres, prendre les thés, les cafés, aller partager, aller serrer les mains des personnes, c'est très important parce que ça peut faire une grande différence. Autre question de Moline. Comment les organisations peuvent-elles renforcer le financement pour la préparation aux situations d'urgence? Je vous donne la parole. Oh, c'est des questions faciles, ça, pour le matin. La raison pour laquelle ça a été soulevé lors du GLM en présentiel, pardon, c'est parce que c'est compliqué. Au niveau du secteur humanitaire, le financement pour les préparations en cas d'urgence, difficile à trouver. Quand on parle d'actions d'anticipation, notamment, même si beaucoup de bailleurs ont ça dans leurs orientations de programme, c'est difficile de trouver du financement pour ça. Au niveau du secteur logistique, avec l'aide de certaines études académiques, on a pu montrer les gains financiers qui peuvent être retirés de cette préparation en cas d'urgence. Le problème, c'est le côté court terme de tout ce secteur. Normalement, on peut dire si on investit maintenant, ça va permettre d'économiser de l'argent à long terme. Mais ce côté court terme, c'est que vous avez un don à 12 mois et donc personne ne se soucie de ce qui se passe après. Et puis l'imprévisibilité de ce à quoi on est confronté, on doit se préparer à une urgence qui peut se produire dans 1 an ou dans 10 ans. Et pour les administrations politiques, c'est extrêmement difficile de miser sur ce genre de choses. Oui, merci. Je voudrais ajouter un point rapide. On a déjà eu cette conversation. Je pense qu'il est important de nous rappeler du point de départ et du point d'arrivée. Mais
On doit évidemment travailler en respectant notre mandat, mais le travail continue pour tous nos partenaires. Et ici, il faut montrer ce qui nous amène au plaidoyer, ce qui nous amène aux accès et aux partenaires de développement et au secteur privé. Ce que j'essaie de dire là, c'est que il faut voir comment pouvons-nous collectivement trouver un moyen ou des moyens de prouver et de transmettre la validité de ce message. Parce que comment pouvons-nous ensemble investir un petit peu plus dans le suivi, l'évaluation, les KPI, à défaut d'un meilleur mot, qu'on peut ensuite communiquer aux partenaires, au gouvernement, aux donateurs, pour que l'investissement dont vous parlez soit fait. Et ensuite, comment faisons-nous en sorte que le bon niveau de plaidoyer est bien déployé? Et après, comment faisons-nous en sorte que les partenaires de développement dans les pays où le mandat consiste à soutenir les activités de développement, eh bien, puissent prendre la suite? C'est difficile, c'est associé à cette question de transition, mais c'est l'un des efforts d'investissement importants qu'on doit déployer à l'avenir si on veut, à un moment donné, pouvoir vraiment pousser à l'instauration d'une riposte plus localisée. Très bien, c'est une bonne transition pour la diapositive suivante. Pour continuer sur ce thème, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de gens ici présents dans cette pièce qui font partie d'organisations à double mandat, développement et humanitaire. Je pense que ce qui va dans le même sens, c'est qu'on doit commencer à envisager la chaîne d'approvisionnement logistique comme étant quelque chose qui peut devenir un programme et ne pas agir seulement pour soutenir des programmes, on le fait, mais si on veut amener ces changements, il va falloir pénétrer l'espace programmatique. Il y a déjà des choses qui s'y passent en partant du travail de développement de systèmes de marché, mais on peut en faire plus pour lier avec le volet développement en partageant les connaissances. Qu'est-ce qui se passe quand un choc se produit sur un site quelconque parce que la chaîne d'approvisionnement est fondamentale au rétablissement suite à une urgence, la chaîne d'approvisionnement du pays, pas la nôtre nécessairement. Et donc, comment vos collègues du développement peuvent vous aider à rendre cette chaîne d'approvisionnement plus résiliente pour qu'elle puisse mieux survivre ou mieux rebondir suite à des chocs importants. Peut-être qu'il faudrait réfléchir dans ce sens. Et c'est là que la préparation aux urgences est une bonne transition parce que c'est ça qu'on essaie de porter en avant au niveau des discussions. Pour ceux d'entre vous qui êtes nouveaux au niveau du GLM et l'approche basée sur la préparation aux urgences, l'équipe du cluster logistique ici a une approche basée sur la préparation en cas d'urgence à laquelle tout le monde peut participer. Le but de cette approche est de devenir inutile, autonomiser les acteurs, les locaux, nationaux, pour qu'ils puissent prendre les rênes, qu'ils n'aient pas besoin de cluster logistique la prochaine fois qu'ils auront une urgence à gérer. Et donc, c'est un processus basé sur le renforcement des capacités institutionnelles, et je le dis avec soin, qui examine ces trois pierres angulaires que vous voyez sur la diapositive. Ça commence par la cartographie des besoins en matière de capacité, évaluation technique, où sont les lacunes, où sont les besoins. Mais il faut que ce soit les acteurs nationaux, les autorités nationales qui fassent ça. C'est ce qui est le cas maintenant. Il faut une cartographie très détaillée. Deuxième élément, coordination logistique et gestion de l'information, et ça, c'est fait par le groupe de travail pour la logistique nationale régionale à travers différents ateliers, analyse de la cartographie. Et donc ensuite, on a un plan d'action national en logistique et une approche à long terme.
et on veut parler de cela au niveau des différents sites parce que pour nous, c'est l'une des manières où quand on est dans certains pays depuis très longtemps et on rappelle aux collègues que le cluster logistique existe depuis 20 ans, ça fait 17 ans qu'on est en RDC. Dans certains contextes, nous devons avancer, s'intéresser à différentes manières d'avancer. Le cluster, normalement, est une méthode temporaire et donc comment entrer dans une nouvelle phase, dans certaines situations complexes? Donc on utilise des pièces du puzzle et on tente de passer soit par l'autorité nationale, soit par un autre acteur dans le pays pour renforcer les mécanismes de coordination dans le pays, afin qu'ils soient plus actifs, plus résilients et eux puissent endosser ce rôle de coordination nationale qui pourra être utile dans différentes situations, dans des situations de choc notamment. Certains pays ont tenu des discussions très intéressantes sur ce sujet. Il me semble que c'était le cas au Burkina Faso et en Éthiopie. Ils sont intéressés à la renforcement des capacités des partenaires nationaux. Au niveau régional, des discussions ont été tenues sur ce sujet-là également. Il me semble que nous sommes tous d'accord. La préparation, c'est une priorité. Et donc, elle doit être au même niveau que la réponse hem, d'urgence. C'est pour cela que il est nécessaire de créer cette plateforme de coordination pour savoir qui est où et partager les bonnes pratiques. C'est, ce travail de collaboration, d'échange qui est essentiel et avec heu, l'essor des ou l'augmentation du nombre d'urgences, de situations d'urgence liées aux effets du changement climatique, nous devons avoir des mécanismes de coordination pour pouvoir répondre de manière plus intelligente, avoir une approche également qui implique tous et toutes. En effet, nous considérons que le fait d'avoir différentes opinions nous permet d'avoir des solutions diverses et d'avancer dans la bonne direction. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'en est tout pour moi.